En fait, au cinéma, c'est trop facile quand on apprend un texte, on arrive sur le plateau, action, tu t'es trompé, coupé. Mais au théâtre, t'as pas le droit à l'erreur. Cette semaine sur InPower, j'ai le plaisir d'accueillir l'actrice Khadija Touré. Révélée au grand public en 2014 à la sortie du film Bande de filles, où elle y incarne le premier rôle, Khadija devient à 20 ans seulement une étoile montante du cinéma français, ce qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin en 2015. T'es devenue un peu actrice par hasard. C'est le destin. Si on m'a arrêté dans la rue et que j'ai passé les castings, je suis totalement légitime de le faire. Qu'est-ce qui aurait été ta vie si ce jour-là, t'étais pas allée à la Foire du Trône ? Ok, bon, t'as fait un film, c'est génial, maintenant on fait quoi ? J'ai eu mon BTS et je me suis dit, je veux vraiment faire du cinéma. Je pensais qu'à la suite de ça, j'allais avoir beaucoup de films où j'allais aussi jouer des premiers rôles. Mais derrière les paillettes, quelle est la réalité du quotidien d'une actrice ? La dure loi des castings, de la discrimination, des tournages avec des célébrités. Ça fait ça quoi, vous êtes dans cette classe et vous nous avez jamais dit que vous étiez actrice, que vous avez fait un film. Et t'arrives à te détacher de la jalousie. Pourquoi elle et pourquoi pas moi ? T'aurais pu faire tout ce que tu veux, appeler les meilleurs coachs, passer le meilleur casting. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc pourquoi tu vas te prendre la tête pour un truc qui n'était même pas pour toi ? Comme quand j'ai commencé, on est venu me chercher. Et je crois que j'ai encore ce mindset où je crois tout le temps qu'on va venir me chercher. Si c'est pas moi qu'on a choisi, c'est pas parce que j'étais moins bonne ou c'est pas parce que j'étais moins belle ou quoi que ce soit en fait. Et puis je crois aussi beaucoup au destin, tu vois. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast. Là, sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment la différence. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Khadija Touré. Bonjour Khadija. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien et toi ? Je suis très contente d'être là avec toi pour ce podcast. J'ai plein de questions qui me viennent, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Alors, je m'appelle Khadija Touré, je suis actrice. C'est ça, simple mais efficace. Très simple et efficace. Comment tu te présentais quand t'avais 12 ans ? Je pense que je donnais mon âge. Je disais bonjour, je m'appelle Khadija, j'ai 12 ans et demi. Ouais, c'est très important. Fallait pas oublier le et demi. Et voilà, après je sais pas, peut-être que je disais ce que j'aimais bien manger. Tes passions, t'étais déjà passionnée un peu par le monde du cinéma, l'univers. Quand j'étais plus petite, je faisais beaucoup de danse, j'avais fait, je pense que j'ai fait 7 ans de modern jazz. Mais j'étais passionnée de danse. Après le cinéma, c'était quelque chose que, j'aimais bien regarder des films. Et puis ma mère aussi, elle était tout le temps devant la télé. Et puis elle m'a aussi donné cette culture cinématographique, on va dire. Mais mes parents, ils sont originaires de Côte d'Ivoire. Et du coup, en Côte d'Ivoire, ce qu'ils regardaient beaucoup, c'était les films indiens. Je sais pas pourquoi, mais Bollywood là-bas, en Afrique, c'est un autre univers, les gens sont à fond et tout. Et du coup, je regardais aussi des films indiens avec elle. J'étais aussi à fond sur Disney Channel, tu connais. Phénomène Raven, Hannah Montana. Et surtout Harry Potter, une très très grande fan d'Harry Potter. J'ai vu, moi aussi. Tu ressembles à qui le plus dans Harry Potter ? À qui tu ressembles le plus ? J'ai trop envie de dire Hermione parce que... Gaule. Voilà, Gaule. Donc on va dire Hermione, je ressemble beaucoup à Emma Watson. Voilà, c'est mon alter ego. Et ce que j'ai vu, c'est que en fait, t'es devenue un peu actrice par hasard. Tu te fais caster à la Foire du Trône de manière assez random. Tu penses, avec le recul, avant d'en venir à la vie que tu vis actuellement, qu'est-ce qui aurait été ta vie si ce jour-là, t'étais pas allée à la Foire du Trône ? Le jour où je suis partie à la Foire du Trône, j'étais encore en études de comptabilité. Donc ça veut dire que à la fin de l'année, je pense, quelques mois après, je passais mon diplôme, bac comptabilité, voilà. Et donc je pense que je serais peut-être devenue comptable, ou alors j'aurais peut-être travaillé aux ressources humaines parce que c'était la suite logique de mon cursus. Ou je sais pas, en vrai. T'avais pas l'envie, toi, à ce moment-là, de faire un casting ? Tu penses que si jamais t'avais pas été approchée, tu serais pas allée de toi-même ? Après, c'est vrai que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup le cinéma et je me souviens que, par exemple, quand j'allais à l'école, pendant mes cours d'anglais, je voulais absolument être la première, connaître tous les mots en anglais possibles, devenir bilingue, justement pour aller voyager aux États-Unis et faire des castings là-bas, parce que j'arrivais pas à trouver des films français dans lesquels je pouvais me voir ou me représenter ou qu'on me représentait tout simplement. Du coup, je m'imaginais toujours aux États-Unis. Mais après, je te cache pas que c'est vrai, j'ai jamais pensé aller à un casting de mon plein gré en France ou quoi que ce soit. T'as quel âge exactement quand là ça se passe, ce casting sauvage ? Je crois que j'avais 20 ans. T'avais 20 ans et qu'est-ce que tu te dis ? Parce que en fait c'est, pour le coup ça, peut-être un jour on fera un film sur ta vie, parce qu'en vrai c'est un peu digne d'un film. C'est vrai que c'est une histoire de film, ouais. Alors en fait c'était marrant, je revenais d'un stage BAFA. J'avais passé mon BAFA à cette période, ma mère elle voulait absolument que je passe mon BAFA alors que je ne voulais pas forcément être animatrice, mais voilà. Tu l'as utilisé ou pas au final ? Non, mais en tout cas j'ai mon BAFA. Tu l'as j'ai fait bon les à savoir. Voilà, j'ai fait les trois cursus, premier stage, deuxième et troisième. Ouais.
Et du coup, pour le troisième, comme on rencontre toujours des jeunes, des gens avec qui on s'entend bien en colo, on s'était dit on allait se revoir et on allait se faire une foire du trône. Alors on est partis tous ensemble à la foire du trône, tout le monde était en retard et tout, c'était un peu n'importe quoi. Mais du coup, on rentre à la foire du trône, je fais une attraction et je sais pas pourquoi j'avais plus envie d'en faire d'autres. Donc du coup, tous mes potes avaient envie d'en faire une autre. Moi, je suis restée en bas avec une seule de mes copines. Et pendant que je suis en bas, là, t'as la directrice de casting qui s'approche de moi, qui s'appelait Rita à l'époque. Elle me dit oui, bonjour, je suis Rita, je cherche une fille un peu comme vous pour le premier rôle d'un prochain film de Céline Sciamma. Est-ce que vous connaissez Céline Sciamma ? Je la regarde, je dis non, pas du tout et tout. Et là, elle me sort un petit papier. Elle a fait ce film, Naissance des pieuvres, Tomboy. Et là, elle fait son 3e film, voilà. Et je pense que vous êtes le personnage qu'il lui faut. Et en fait, elle était super stressée. Et je me souviens, elle avait un petit granité à la main. Et je pense qu'elle voulait vraiment me convaincre. En fait, elle voulait pas me forcer, mais elle voulait que je le fasse de mon plein gré. Donc, elle a pas pris mes coordonnées, mais elle m'a laissé son numéro de téléphone et elle m'a dit il faut absolument que tu m'appelles, je pense que ça pourrait vraiment le faire, viens passer le casting et tu verras. Moi j'ai dit bon, un peu chelou que les gens ils se baladent dans la rue pour trouver des acteurs et des actrices. Ouais. Mais j'ai dit je vais le tenter. Je rentre à la maison, je dis maman, on m'a arrêté dans la rue et tout pour que j'aille faire un casting et tout. Elle me dit donc toi on t'arrête et toi tu veux y aller. J'ai dit bah oui. Elle m'a dit mais fais attention et tout. Je l'ai pas écouté. Le lendemain j'appelle, on me donne un rendez-vous après les cours. Après les cours j'y vais. Mais tu vas toute seule ? J'y vais toute seule. Putain ouais, t'avais pas peur hein. Non, j'avais pas peur. Après elle avait une bonne énergie, je sentais pas que c'était un traquenard. Ouais. Après j'avais fait mes recherches sur internet. Ouais, j'ai vu que c'était une vraie, vraiment, elle existait vraiment ouais. et tout. Donc du coup j'y suis allée. Bon évidemment j'ai fait attention, mais quand je suis arrivée il y avait aussi des filles dans la salle, donc je dis ah oui, c'est vraiment un casting. Et là, je crois que c'était dès le premier jour que j'ai rencontré un peu les autres filles avec qui j'ai tourné, Assa, Lindsay, Marito et tout. Et elles ont commencé à créer une petite bande et tout, voilà. Et on a eu beaucoup de callbacks. Donc je suis revenue après 2-3 jours et tout. Et au final, ils m'ont choisi et c'est comme ça que j'ai commencé. Et là, t'avais terminé tes études ou pas encore ? Non, je passais mon bac peut-être 2 mois après. Et donc tu fais quoi ? Tu passes quand même tes examens ? Donc ouais, alors en fait c'était, on a tourné Bande de filles en été. Ouais. Donc moi j'avais passé mon bac avant le tournage. Ensuite on a eu un coach qui nous a coaché pendant 1 mois pour qu'on soit à l'aise le jour où il fallait être devant les caméras et tout. Donc on a un petit peu travaillé notre personnage, notre jeu, etc. Et voilà, après on a tourné le film. Moi j'avais passé mon bac avant, je l'ai eu. Bravo. Voilà. Et après le tournage, je me suis dit ok, bon t'as fait un film, c'est génial, maintenant on fait quoi ? Du coup, je me suis dit, je vais quand même me réinscrire à l'école. Donc après ça, j'ai fait un BTS Assistant Manager que j'ai terminé. Mais pendant ce cursus-là, évidemment, Bande de filles était sortie. J'ai été amenée à venir à Cannes, je suis allée au César et je voyageais un peu partout dans le monde pour présenter le film. Et c'était trop bien parce que comme Céline Sciamma, elle voulait pas tout le temps prendre l'avion parce qu'elle avait un peu peur. J'étais trop contente de prendre sa place et moi, je pense que c'est là que vraiment que je me suis dit que je kiffe voyager. Parce que voilà, j'ai fait Toronto, Los Angeles, on est même parti en Égypte avec le film, à Dubaï. C'était trop une belle aventure et en même temps j'étais aussi à l'école et après j'ai eu mon BTS et je me suis dit je veux vraiment faire du cinéma, donc j'ai arrêté. Et t'as pas à ce moment-là un méga syndrome de l'imposteur, enfin tu sais je pense juste avant le tournage où tu te dis mais en fait je n'ai pas été formée pour ça, est-ce que je vais être à la hauteur ? Franchement je te cache pas, tu sais je pense qu'à cette période aussi j'étais on va dire jeune et insouciante. Du coup, je pense pas à tout ça. Enfin, je suis pas quelqu'un qui met toutes ces paroles comme ça dans la tête. Je me dis, c'est le destin. Si on m'a arrêtée dans la rue et que j'ai passé les castings et qu'ils ont trouvé que j'étais bonne à ce moment-là, c'est que je suis totalement légitime de le faire. Donc en vrai, je me suis pas posé toute cette question-là et en vrai, on était très très bien encadrés. Et puis tu avais la réalisatrice Céline qui était aussi qui savait nous diriger, qui savait ce qu'elle voulait et ça c'était aussi important pour nous parce que ça nous donnait un peu plus confiance. Donc non, je te cache pas, j'avais pas peur. Pour moi, c'était une aventure que je devais vivre et puis de toute manière, s'ils sont venus me chercher, comme je te le dis. Ouais. Et puis tu prenais ce qu'il y avait à prendre aussi, voilà, quoi. C'est ça. Et puis j'aimais bien l'aventure et j'avais pas vraiment l'impression de travailler. En fait, je me rendais pas compte de ce que c'était. Même après, quand le film, avant qu'il sorte, on était invités à plusieurs cérémonies ou des trucs comme ça, je me rendais pas compte. Pour moi, c'était juste de la valeur ajoutée à ma vie. J'aimais bien, je profitais, mais voilà, à côté, j'allais encore à l'école, je faisais encore ma vie, quoi. Et c'est quoi le plus dur une fois que tu sors de cette période ? Parce que, mine de rien, ces âges-là, tu vois, qui étaient il y a pas si longtemps pour nous, moi, avec le recul, je me rends compte que c'était une vraie période d'insouciance où, mine de rien, on est encore chez nos parents, on n'a pas encore, forcément tous les problèmes de la vraie vie, j'ai envie de dire. Une fois que toi, tu termines tes études, que tu sautes dans le bain du cinéma, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi ?
Je pense que le truc qui avait été le plus difficile à cette période, à ce moment-là, c'était comme c'était mon premier film et c'était mon premier rôle. J'étais le premier rôle de ce film et ce film se tournait vraiment autour de mon personnage. Je pensais qu'à la suite de ça, j'allais avoir beaucoup de films où j'allais aussi jouer des premiers rôles. Sauf que quand tu commences avec un premier rôle, déjà c'est un peu inattendu, c'est rare. Mais derrière, on peut t'inviter à faire des films où on va te voir que, 10% dans le film. Enfin, on va pas beaucoup te voir dans le film, t'auras quelques jours de tournage. Et du coup, j'étais là, mais c'est bizarre quand même. Enfin, est-ce qu'on va me voir en bizarre ou est-ce que c'est normal ? Donc je me posais surtout des questions sur ça. Mais après, au final, dans ma vie personnelle, il n'y a rien qui a changé parce qu'encore une fois, comme je te le dis, je le prenais vraiment comme une valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école, je pense que quand je suis arrivée en BTS, il n'y a qu'une seule fille dans ma classe qui savait que j'avais fait un film. Et comme j'étais pas connue, tu vois, elle se disait ouais, elle me parle de quel film ? Peut-être c'est un film pour YouTube, tu vois. Genre elle était en mode, elle s'en foutait. Et au fur et à mesure où la sortie du film commençait à arriver, j'ai commencé à apparaître dans des magazines et je me souviens que dans ma classe, vraiment personne ne le savait et j'étais partie au CDI et j'étais, je crois, le premier magazine dans lequel on était, je crois que c'était le premier et je suis partie au CDI, je suis partie voir ma prof, j'ai dit oui madame, je vais pas pouvoir venir la semaine prochaine parce que je dois aller à Cannes, j'ai fait un film cet été et puis et du coup elle m'a dit mais Kharidja, vous foutez de moi, genre vous venez me voir et m'annoncer que vous partez en vacances en plein cours. J'ai dit non en fait c'est pour le travail et là du coup j'ai arrêté de parler, j'ai ouvert, elle a fait mais c'est vous ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je dis ah non mais comme je vous ai dit en fait j'ai fait un film. Elle fait ça fait je sais plus combien ça faisait, mais elle fait ça fait ça quoi vous êtes dans cette classe et vous nous avez jamais dit que vous étiez actrice, que vous avez fait un film. J'ai fait non mais c'est mon premier projet et tout. Et là elle a commencé à le dire à toute la classe et tout le monde m'a regardé en mode ouais c'était angoissant mais j'étais en mode c'était marrant quoi. Ouais c'est sûr mais tu sais ça fait un peu genre pointer du doigt tout le monde qui te regarde d'un coup. Ouais mais après tu vois je m'entendais, c'était une classe, on était genre une vingtaine, on s'entendait tous bien et tout. Après ils étaient tous aussi choqués de pas le savoir mais après c'était fluide, ils savaient très bien que quand j'étais pas là c'était parce que j'avais des obligations professionnelles et que quand j'étais là quoi. Ouais. Et comment tu gères l'ego, j'ai envie de dire, parce que de ce que j'entends sur cette histoire de premier rôle, déjà il y a juste la volonté d'avoir, j'imagine, des rôles intéressants et puis plus tu joues plus t'es heureuse, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté où peut-être dans l'industrie du cinéma vous êtes jugé aussi par rapport à ça. Ouais. Comment tu fais pour, tu vois, un peu te détacher et même dans les films tu vois, que tu choisis, choisir les films qui toi te parlent, les rôles qui toi te parlent et pas juste ceux qui font bien. Je pense que c'est important d'être bien entouré. Moi, mon agent, je l'ai connu directement après mon premier film. Du coup, il m'a maintenant ça fait quoi, une dizaine d'années presque. Et du coup, depuis le début, il me suit, on parle. Et je pense aussi c'est important. Moi, mes amis les plus proches, c'est des amis que j'ai rencontrés à l'école, en primaire, avec qui j'ai grandi et tout. Évidemment, dans le cinéma, je me suis fait aussi des amis avec qui je m'entends super bien et tout. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir. Ça me permet aussi de garder les pieds sur terre et de pas, on va dire, avoir un ego surdimensionné, d'avoir mes amis d'enfance autour de moi. Genre, s'il y a un truc si je fais trop la meuf, ils vont me dire vas-y redescends là, tu crois quoi et tout. Enfin voilà, ils vont me. Ils disent les choses clairement. Voilà, ils vont me dire les choses clairement. Du coup, j'étais pas trop dans ce truc-là. En fait, quand je reçois des projets, je les lis. Si ça me plaît et que ça m'enchante le personnage et tout, je le fais. Et si je suis en mode flemme et tout, je le fais pas. Ouais. Et après, peu importe, ça m'est déjà arrivé d'accepter des tournages de 3-4 jours ou alors de seulement 10 jours, mais parce que le personnage m'apportait quelque chose et parce que j'avais envie de le jouer. Après, j'ai aussi refusé certaines choses, pas forcément parce que mon personnage était petit ou quoi, c'est peut-être l'histoire qui me plaisait pas ou plein d'autres choses. Donc je pense que le plus important c'est vraiment d'être bien entouré et en vrai je fais les choix par rapport à ma volonté et par rapport à ce que moi je veux. Et à partir du moment où je suis contente avec ce que je fais, les autres... peu importe. Ouais, peu importe vraiment. Et est-ce que tu arrives à... est-ce que tu te remets en question par exemple si t'as pas un rôle ou si tu vois il y a un casting que tu rates et tout Franchement en tant qu'acteur ça c'est très dur parce qu'à partir du moment où t'as pas trop confiance en toi, ça peut encore plus te faire mal. Et moi, à ce moment-là, en fait, je garde en tête que si c'est pas moi qu'on a choisi, c'est pas parce que j'étais moins bonne ou c'est pas parce que j'étais moins belle ou quoi que ce soit. En fait, je me dis juste que chacun a sa perception des choses. Si le réalisateur voulait Si, par exemple... Je vais me comparer par exemple à Assa Silla qui est aussi une actrice avec qui j'ai tourné dans Bande de filles. Nous on s'était toujours dit qu'on est deux personnes totalement différentes. C'est-à-dire que si on passe le même casting et que la personne choisit Assa, c'est pas pour rien. Parce que physiquement on est différentes, on n'a pas la même manière de jouer. Et si la personne me choisit moi, c'est aussi ça. Donc après tout, je vois pas pourquoi je vais me prendre la tête, me remettre en question pour des trucs qui ne dépendent pas de toi. Qui dépendent vraiment pas de moi. Voilà donc...
Je pense que ça, c'est un truc que j'ai compris aussi dès le départ parce que je me souviens pas. Évidemment, si. J'ai quand même eu des petites tristesses voilà, des déceptions parce qu'il y avait un truc que je voulais absolument faire, mais au final, je laissais. Enfin, je me disais toujours que si ça ce n'est pas pour moi, c'est qu'il y a peut-être meilleur qui m'attend après, ou peut-être que c'est pas la direction qu'il me faut. Enfin, c'est pas des trucs que je me prends vraiment pas la tête. Et t'arrives à te détacher de la jalousie. Parce que j'ai l'impression, des personnes que je connais un peu dans le milieu, qu'il y a quand même pas mal de jalousie, et en plus qui est pas forcément, enfin j'allais dire malsaine, qui est pas forcément volontaire. Mais en fait, il y a un petit côté, en fait, c'est elle ou toi. Mais en vrai, t'as raison, parce qu'en tant qu'actrice, tu vois, on va se regarder, on va se comparer. Ah mais elle a fait tel et tel film, pourquoi elle et pourquoi pas moi? C'est humain, tu vois, on peut rien y faire. Mais je pense que le plus important, c'est à partir du moment où t'as ce mindset où tu te dis, si c'est pas toi, si ça c'était pas pour toi, en fait t'aurais pu faire tout ce que tu veux, appeler les meilleurs coachs, passer le meilleur casting. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc pourquoi tu vas te prendre la tête pour un truc qui n'était même pas pour toi? Genre chacun à sa place, il y a plein d'actrices, il y a toujours plein d'opportunités qui peuvent arriver. En vrai, je me prends pas la tête. Ouais, non mais t'as raison, mais en fait ce qui me fait réfléchir aussi, c'est, je sais que t'as co-signé l'ouvrage Noir n'est pas mon métier, et quand tu dis en fait je me dis que ça c'était pas pour moi, et j'y suis pour rien. Alors, tu y es carrément pour rien, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de l'industrie qui va réserver certains rôles pour certaines personnes, que ce soit de leur genre, leur couleur de peau, etc. Et ça, toi, comment tu le vis, tu vois? Parce que je me dis, il y a des rôles, et je crois que tu l'avais dit aussi, qu'en fait, si jamais c'était pas précisé sur les annonces de casting, en gros, qu'ils recherchaient une africaine, en fait, tu pouvais même pas y aller parce que ça voulait dire qu'ils allaient même pas te prendre. Et ça, moi, je trouve ça dingue, en fait. Ça encore, c'est des combats que nous on peut mener, et ça va au-delà du fait que pourquoi ils m'ont pas choisi moi, pourquoi non. Ça c'est un truc où si on manque d'opportunités, évidemment qu'on va en parler pour essayer de faire changer les choses, pour essayer de débloquer certaines choses, et on va essayer de savoir pourquoi. Donc ça oui, c'est un combat qu'on va mener, qu'on va continuer à mener. Et puis voilà, je suis restée très en contact aussi avec toutes les filles avec qui on a écrit ce livre. Donc des fois on se pose des questions, on essaye d'avancer, on se demande est-ce que c'est à nous de réaliser certaines choses, est-ce que c'est à nous d'écrire nos propres histoires. Mais aujourd'hui aussi on a de la chance parce que tu as plein de nouveaux réalisateurs et réalisatrices qui racontent de nouvelles histoires, donc ça ne fait que aller de l'avant et dans le bon sens. Donc les opportunités commencent petit à petit à se créer. Et peut-être est-ce que toi il y aurait une mesure entre guillemets qu'on pourrait mettre en place pour que ça s'accélère, ce changement, pour qu'aujourd'hui les rôles ne soient plus réservés à une certaine typologie de personnes? Moi je pense que déjà c'est les directeurs de casting, c'est les agents, c'est les décideurs, les producteurs et tout qui ont leur mot à dire et qui peuvent faire changer les choses. Après je pense qu'ils le font quand même. Moi je sais que des fois j'ai été amenée à jouer dans des films où au départ ils voulaient pas forcément me voir au casting, mais je sais pas si à la dernière minute une actrice ne peut plus le faire, là ils vont élargir un peu plus le casting et au final je peux avoir le rôle. Donc c'est dommage que il n'ait pas ouvert le casting à moi dès le départ, mais c'est encore une fois, c'était que ça devait être moi. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je prends les choses et que je vois les choses. Après, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense qu'à partir du moment où tu es très positive et que tu te prends pas la tête... Et puis que tu montres, j'imagine aussi que ton talent parle de lui-même. Ouais. Non mais tu vois, moi je me dis ça, tu vois, c'est... En fait, c'est un peu comme les mecs en fait. S'il veut pas de toi, c'est sa perte, tu vois. Exactement. Et voilà, il y a des milliers d'autres mecs. Et il y aura aussi des milliers d'autres opportunités. Projets, et encore une fois, si jamais je dois arrêter le cinéma parce que j'ai plus d'opportunités ou parce que les rôles me plaisent pas, c'est pas grave, je ferai autre chose. Ouais, mais dans le mindset. Oui, voilà. Après, c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire, mais trop se poser de questions, trop tout vouloir à tout prix, ça peut te porter que préjudice à toi-même. Donc, c'est sûr. Et comment est-ce que tu progresses, toi, dans ton rôle d'actrice, dans ton jeu d'actrice? Ouais, ça m'est déjà arrivé de prendre des coachs, qui peuvent m'aider sur des tournages ou qui peuvent, pas sur des tournages, mais genre qui peuvent m'aider si j'ai un casting. Je prends surtout des coachs quand j'ai des castings à l'international, parce que des fois ça m'arrive de faire des self-tapes où je dois moi-même me filmer pour envoyer, je sais pas, aux États-Unis ou en Angleterre pour des rôles anglais ou américains, enfin internationaux. Et là, j'appelle des coachs pour m'aider, pour m'orienter un petit peu. Ou alors, une fois, j'ai pris des cours de théâtre à Los Angeles. C'était une technique qui s'appelait la Meissner technique. Ça m'a un petit peu aidée. Mais quand j'avais commencé, je me souviens qu'on m'avait dit, prends pas trop de cours de théâtre pour pas, on va dire, enlever cette authenticité que tu as. Donc j'essaye de faire attention. Mais oui, après, aller voir des films, prendre quelques cours de théâtre, prendre des coachs, m'inspirer de plein de choses, tout ça, ça m'aide dans mon jeu d'acteur et dans l'évolution. Et puis même travailler avec des réalisateurs et des réalisatrices différents, ça aide aussi beaucoup à
voilà. Mais surtout, je pense que dernièrement, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai aussi fait du théâtre. Ouais, j'allais t'en parler, le Ouais. fait que... En fait, pourquoi c'est marrant, généralement, c'est plutôt l'inverse que Oui, font oui. les comédiens. Bah, si j'ai une opportunité et que le truc est stylé et que le metteur en scène me donne envie, moi, c'est un truc, je suis toujours pour faire de nouvelles choses et apprendre des nouvelles choses. Et vraiment, le théâtre, c'est l'endroit où je trouve que je travaille beaucoup, beaucoup. Le plus. Je me souviens qu'à l'époque, la première pièce que j'avais faite, c'était une pièce avec Abdel Malik qui s'appelait Les Justes. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, c'est le rôle qui m'a demandé le plus de travail dans ma manière de parler, de marcher sur scène, enfin, sur ma manière de, je sais pas, de me comporter, je sais pas, de plein de choses en fait. Et je trouve que ça m'a beaucoup apporté. Et même là, j'avais fait une dernière pièce qui s'appelait Une mort dans la famille à l'Odéon. Et pareil, ça m'a beaucoup aidé parce que en fait, au cinéma, c'est trop facile quand on apprend un texte, on arrive sur le plateau, action, ah tu t'es trompé, coupé. Mais au théâtre, t'as pas le droit à l'erreur. On va dire, il y a un public, il est différent tous les soirs, tu dois tout donner de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc c'est une autre sorte d'exercice et tout ça, ça me motive et ça m'aide. C'est une pression différente aussi, ça. Tu te souviens du stress que t'as ressenti lors de ta première représentation au théâtre, quand le rideau se lève et que tu sais que là, justement, tu pourras pas appuyer sur pause? Ouais, bah après, moi, je suis quand même quelqu'un, je suis archi zen. Je sais pas pourquoi, ça fait partie de ma personnalité, je reste assez zen, donc j'ai jamais des gros moments de pression. Mais c'est vrai que au Théâtre du Châtelet, c'était un peu plus simple parce que le public était dans le noir, donc on voyait pas. Et le fait de répéter en amont, moi ça m'aide beaucoup de répéter en amont pendant 1 mois, 2 mois. Le fait qu'on soit là avec l'équipe et que je sais pas comment expliquer, mais on crée toute cette énergie autour de la troupe. Je me sens en paix quand je suis sur scène avec eux. C'est-à-dire que j'oublie le reste et je joue avec eux. Donc je pense que ça aussi, ça m'aide à rester zen. Et à rester ancré. À rester ancré, à rester zen. Le truc qui me fait le plus stresser, je crois que c'est quand j'ai des énormes textes à apprendre. Je me dis, mais est-ce que je vais réussir à apprendre tout ça? Oh là là, mais ma mémoire et tout. Et après, au final, j'y arrive et je suis là, ah mais en fait, j'ai une petite bonne mémoire en fait, ça va. Mais je pense que c'est plus ça qui me stresse, moi, les textes. T'as déjà pleuré sur un tournage et pas parce que tu devais pleurer? Genre de pression, de rage, ou de tristesse, ou de frustration? Je crois pas. Pour l'instant, j'ai eu la chance d'être super bien entourée par mes réalisateurs et je pense que c'est aussi très important de travailler avec des réalisateurs qui te comprennent, qui ont confiance en toi, en qui tu peux avoir confiance, pour pas justement rentrer dans cette zone de frustration. Donc non, pas forcément. Ouais, non. Après, je sais que par exemple, mon dernier tournage que j'ai tourné avec Dadju qui s'appelait Ima, on l'a tourné à Kinshasa. C'était un peu dur parce que on va dire que des fois, on n'avait pas énormément de temps pour faire certaines scènes parce que Dadju est super connu là-bas. Okay. Et il y avait des émeutes dans la rue, enfin voilà. Et des fois, en tant qu'actrice, on a besoin de temps pour se mettre en condition. Ouais, voilà, pour se mettre en condition, pour tourner certaines scènes. Et du coup, le fait de me dire que là, j'ai que 30 minutes pour faire cette scène qui est super longue, avec un texte super compliqué, mais que aussi je dois faire vite parce que sinon tous les fans vont arriver sur nous. Je pense que c'était seulement à ce moment-là que j'étais un peu frustrée et que j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Mais sinon, en dehors de ça, pour l'instant, ça va. Ok, on touche du bois, on en a devant nous. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu nous parlais un peu d'international et de tape que t'envoies un peu pour des films à travers le monde. C'est ça un peu où tu te vois dans les prochaines années, c'est que t'aimerais jouer pas que dans du cinéma francophone? Ouais, j'aimerais beaucoup jouer à l'international. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai grandi avec les Harry Potter, même les High School Musical, des bonnes Disney, voilà. Et du coup, quand j'étais petite, je me voyais vraiment jouer là-bas aux États-Unis. Enfin, tout ce qui est j'aimais bien leur cinéma. Et du coup, ouais, je me vois trop un jour faire un film à Hollywood, quoi. Je pense que c'est le rêve de tout acteur. Et puis, ça reste une évolution, ça reste des nouvelles aventures, des nouvelles rencontres. Et c'est ça le but d'être une actrice aussi, c'est pas toujours faire les mêmes rôles. Et c'est pour ça que même ici en France, je fais attention de pas tout le temps accepter les mêmes catégories de rôles. Et pour l'instant, ça va, je m'en sors bien. De ouf. Mais ouais, j'aimerais bien jouer partout. Et là, je me demande juste quel rôle t'aurais aimé jouer? À part Hermione? Oui, je réfléchis. On l'a grillé. Ouais. Par exemple, ça date de l'époque. Tu connais Lara Croft? Bien sûr. Voilà. Ouais. J'aurais bien aimé jouer une petite aventurière comme ça, Lara Croft, ou alors même à vrai, High School Musical, une petite comédie musicale. Je ne sais pas chanter.
mais j'aimerais bien. Pas encore, Voilà, Karija, j'aimerais voilà, bien. le mindset. Tu vois, voilà, je ne sais pas chanter, mais bon, tout s'apprend. Voilà. Donc, petit cours de chant, petite comédie musicale, je sais danser un petit peu, donc voilà. Voilà ces rôles-là, ou alors, je sais pas, enfin. Moi, je vois bien Même- dans un James Bond, mais où tu tiens le rôle principal, tu sais, de la meuf en fait. Tu sais que En j'ai fait, déjà toi, fait une James Bond self-tape. avec- J'ai déjà fait Ouais. une self-tape pour un James Bond. Bon, au final, je pense qu'il voyait plein de filles. Ouais. Ça n'a pas marché, mais j'aimerais trop. Bah J'aimerais franchement, trop faire un je James vais Bond. trop jouer un peu la badass. Ouais. Franchement, ça dirait trop bien. Ou même genre dans un Marvel, bah, par exemple un X-Men, faire Storm, plein de trucs. En fait, c'est amusant de tout en vrai. Et pourquoi genre tu pars pas là aux États-Unis? Pourquoi tu te dis pas bon bah l'année prochaine je vais à Los Angeles et go je tente ma chance? En vrai, Parce que je me dis que pourrais. c'est plus facile que de le faire de Paris, tu vois. Ouais, en vrai, je me suis déjà posé cette question, mais comme par exemple dans mon agence, j'ai un agent aussi qui s'occupe des castings à l'international, enfin à l'international. Je me dis, est-ce que. En vrai, c'est vrai que c'est toujours bien d'être sur le territoire, mais comme là, j'ai aussi l'opportunité de passer des castings à l'international, je me dis, Ouais. je peux rester là, faire mes petites choses, rester tranquille. Et le jour où j'ai une opportunité à l'international, bah, ça s'empilera. Mais j'y ai déjà pensé. Quand par exemple je suis partie faire les cours à Los Angeles, je suis vraiment restée genre un mois et demi sur place et voilà, j'ai rencontré des gens et tout. Mais je pense aussi, mon défaut, quand je me remets en question et que j'y réfléchis, c'est que comme quand j'ai commencé, on est venu me chercher, je crois que j'ai encore ce mindset où je crois tout le temps qu'on va venir me chercher. Donc que les opportunités vont venir, voilà, je vais rester là comme ça à Paris et puis je vais passer un casting. Ça peut arriver, hein, je dis pas que c'est impossible. Mais je pense que j'ai aussi ce petit truc dans la tête qui fait qu'on est souvent venu me chercher. Donc ça me reste un peu, ça me laisse, voilà, je reste tout le temps où je suis, mais on verra. Ouais, Voilà. bah mais en plus je trouve ça bien de pas forcément tout faire tout de suite parce que tu vois, t'as que 29 ans. En fait, si demain tu joues James Bond, qu'est-ce que tu fais à 40 ans, tu vois? Ouais. Enfin, tu sais, il y a un peu ce côté bah, faut toujours avoir un objectif un peu plus haut pour pas Ouais, s'ennuyer. Et si ouais. tu fais tout jeune, vu que t'as commencé jeune, ton premier rôle, c'est cool d'avoir des perspectives dans les années à venir, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord. J'ai quelques dernières questions pour toi, Karija. Est-ce que tu pourrais me partager le meilleur conseil que l'on t'ait donné? Je pense que un des meilleurs conseils, et ça retrace un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, je crois que c'est la confiance en soi. Parce que je pense que à partir du moment où, comme j'ai un petit peu toujours eu confiance en moi, je dis pas ça de manière prétentieuse, mais non, genre mais voilà. moi je suis pour que les Ouais, femmes ouais. puissent le dire sans qu'on les accuse de quoi que ce En soit. vrai, c'est ça, genre j'ai toujours eu un petit peu confiance en moi et c'est pour ça que des fois je me laisse pas submerger par des idées négatives ou genre des doutes, des comparaisons, des jalousies, des choses comme ça. Évidemment qu'on est humain. J'ai peut-être souvent forcément été jalouse une fois dans ma vie, mais c'est pas un truc, un ressenti qui te bouffe. qui quoi. me bouffe. Et je pense que c'est vraiment lié à la confiance en soi, parce qu'à partir du moment où tu as confiance, tu sais que voilà, si c'est quelque chose, si c'est pas toi, c'était parce que c'était pas pour toi. Tu vas de l'avant en fait. Et même ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y aura toujours une perspective d'évolution. Si c'est pas maintenant, ça sera demain. Et si ça doit pas se faire, et bah c'est que c'est pas. Et puis je crois aussi beaucoup au destin, tu vois. Si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Mais est-ce que genre t'as autant confiance en toi aujourd'hui qu'il y a 10 ans? Ou t'as quand même eu une progression à ce niveau-là? Je pense qu'il y a eu une progression, Parce que parfois mais des événements extérieurs, bah genre des relations amoureuses. Enfin, je pense à une amie qui m'en a parlé récemment et en fait elle me disait moi c'est horrible, j'avais grave confiance en moi et en fait j'ai eu une relation qui m'a un peu bousillée. Ouais, Bah parce qu'en fait quand tu fais reposer ta valeur dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est ça. si cette personne te la bousille, Mm. après c'est super dur à reconstruire quoi. Mais franchement, aujourd'hui, on a trop de chance parce que c'est bête, hein, mais avec Instagram, TikTok ou même des livres sur le développement personnel, tu peux trop regagner confiance en toi facilement. Donc, même si moi, par exemple, des fois, ça peut m'arriver que voilà, quelqu'un m'ait manqué de respect, je vais me dire, mais n'oublie pas qui tu es, je vais regarder des vidéos qui vont me motiver et tout, et ça va me faire, ça va m'aider à aller de l'avant. Et je pense que tout le monde devrait faire ça. Genre même aujourd'hui, tu vois, même avec les podcasts, t'as plein de trucs, t'as plein de gens qui sont super intelligents, qui s'expriment super bien, qui t'aident à aller de l'avant, et c'est un truc à ne pas négliger, parce que ça aide vraiment. Mais ouais, je pense que j'ai eu un peu ça de Je pense que même quand j'étais jeune, j'avais confiance en moi. Après, ça veut pas dire que là, demain, je peux venir et prendre la parole. Ça veut pas dire que là, par exemple, à cette interview, j'étais en mode ah mais je vais super bien parler, je vais d'être ça et tout. Non, évidemment, là, par exemple, je vais m'exprimer sur certaines choses, je vais faire des fautes et tout. Après, je vais regarder l'interview, je vais dire mais pourquoi j'ai dit ça? Mais voilà, enfin. On fait de son mieux et c'est déjà pas mal. Voilà, exactement, on fait de son mieux et c'est déjà pas mal, quoi. Et est-ce que justement tu aurais une ressource, peut-être de développement personnel, mais ça peut être autre chose, que ce soit un livre, un film, une vidéo que t'as regardé, que t'as lu, que t'aimerais partager aux personnes qui nous écoutent? Ouais, alors Les 4 accords de Toltec, c'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et il y avait un film, il y avait un livre, ah si, il y en avait un autre.
Vas-y. C'était le pouvoir du moment présent. Ah bah Descartes. Ouais, Descartes, incroyable. Ce livre, voilà. Mais juste tu Oui. vas deep quoi. Ouais, j'aime bien. Mais en fait c'est marrant. Mais tu sais que ce film, enfin pardon, mais ça m'a vraiment aidé aussi. Tu vois, le moment présent. C'est vraiment très important parce qu'on est toujours là à l'anxiété, c'est parce que tu vas penser au futur, tu vois, il y a plein de trucs où, enfin voilà, quand tu es juste dans le moment présent et que tu vis le truc sans penser au passé, au futur, t'es bien, t'es en paix avec toi-même, mais vraiment. Mais ce qui me surprend, c'est que tu lis des livres donc assez profonds dans le développement personnel. Normalement, on y vient quand on va pas bien. Et de ce que là, on a échangé, tu vois, j'ai l'impression qu'en vrai, tu vois, t'es quelqu'un de positif, qui a, voilà, toujours vu les choses du bon côté. C'est assez surprenant, je trouve que tu te tournes vers des livres qui, pour moi, sont un peu des outils quand on est dans le mal et qu'on tu vois, qu'on veut aller mieux. Mais c'est pour ça que t'as des gens qui disent, même si vous allez bien et tout, allez voir des psys. Tu Oui, vois, c'est genre vrai. en gros, il n'y a pas d'aller mal. n'attendez pas d'aller mal. Et moi, je sais, franchement, j'ai pas eu de grande déception amoureuse. Franchement, je suis quelqu'un, je me protège beaucoup, que ce soit en amitié, en amour et tout. Et même à partir du moment où je sais qui je suis, d'où je viens, j'arrive aussi à faire la part des choses, tu vois. Et ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai pas eu de moment où j'étais down de ouf, donc il fallait absolument que je lise ces livres. Non, c'est juste que c'est des livres qui sont arrivés au moment dans ma vie où voilà, je rencontrais des gens, on parlait de développement personnel, elles me parlaient, ah, tu devrais lire ce livre. Moi, quand tu me dis, lis ce livre ou va voir ce film, je le fais. Ok. Enfin, voilà. Donc, du coup, je l'ai lu et j'étais là, mais c'est trop bien et tout le monde devrait le lire parce que je pense qu'on se prendrait moins la tête si on se disait qu'il fallait juste vivre dans le moment présent et voilà quoi. C'est clair. J'ai 2 dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur InPower, qui est-ce que tu aimerais entendre? Michelle Obama. Michel, tu es très demandé, on t'attend. En plus, voilà, aussi j'ai lu son livre qui était génial. Devenir ou le... Devenir, Okay, j'ai pas lu le dernier. Je suis allée à la sortie de son livre à Washington. Wow. Ouais, je l'ai vu, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai dit Michelle Obama là, mais vas-y, elle est inspirante. Ah, elle est trop inspirante. Ouais. Non mais t'inquiète, on bosse dessus. Ok. Écoute, je vais te poser du coup la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie? Bah, faire les choses qu'on a envie de faire sans regarder les autres quoi. Être en accord avec soi-même et avoir encore une fois la confiance de se dire on peut être invincible et puis même si des fois en fait faut se rendre compte aussi que juste se rendre compte de tout ce qui se passe par la tête. Enfin, des fois on peut être triste, on peut être en colère et genre juste se rendre compte de ses sentiments et d'avancer avec. De pas chercher à les brider. Voilà, t'as envie de pleurer, tu pleures. T'es en colère, tu cries, voilà, et après c'est des sentiments qui vont passer. Ça n'existe pas un être humain qui est sur cette ligne-là, toujours heureux, ça n'existe pas. Il va y avoir des moments où tu vas être triste, il va y avoir des moments où tu vas être en colère, il va y avoir des moments où voilà, et il faut s'en rendre compte et avancer avec. Embrace your feelings. Exactement. Ça rend mieux en anglais quand même. Ouais. Embrasse tes sentiments, c'est pas ouf. Embrace your feeling, embrace your force. Merci beaucoup Karidja. Merci Écoute, à toi. pour les personnes qui nous suivent, qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Sur ma page Instagram. Ouais. Ouais. Super, Karidja Touré, je mettrai ça dans les notes. Et puis on va aller se préparer pour la clôture du Festival de Cannes. Yes. Voilà. Bisous. Merci.